Quand on s'approche d'un petit peu plus près, sachant que la photo d'avant était prise à plus d'1 milliard de kilomètres carrés, donc on voit bien que le bleu est prédominant et quand on s'approche, on voit que ce bleu est dû à la quantité, assez importante d'eau liquide sur Terre, donc le bleu est la couleur dominante, c'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue et effectivement l'océan représente 71 de sa surface. Et donc cette eau, liquide à la surface de la Terre, on va le voir, juste après, elle est, très importante parce qu'elle a un rôle essentiel sur le climat et sur, la vie sur Terre. Donc je vous propose de, séparer, enfin de parler de 3 choses principales dans cette présentation. La majeure partie de cette présentation va être centrée sur vraiment le rôle majeur de l'océan, les services qu'il nous rend, les menaces qui pèsent sur lui, donc pourquoi il est essentiel de le protéger. Je vous parlerai également de Tara, dont l'objectif est de mieux comprendre cet océan pour mieux le protéger. Et ensuite, je vous ferai une petite ouverture sur la paléocéanographie, donc ce que moi je faisais quand j'étais chercheuse. Donc la paléocéanographie, c'est l'étude des climats dans le passé et donc l'importance d'étudier les climats dans le passé pour mieux comprendre les climats, en tout cas le futur. Donc on va tout d'abord parler des nombreux services que nous rend l'océan, soulignant son rôle majeur sur Terre. Donc vous savez tous qu'il fait plus froid au pôle qu'à l'équateur. Ça, c'est dû à la sphéricité de la Terre qui fait que les rayons du Soleil ne vont pas arriver avec la même trajectoire à la surface de la Terre. Au niveau de l'équateur, les rayons vont arriver perpendiculairement, alors qu'au pôle, ils vont arriver de biais. Ce qui fait que pour une même quantité d'énergie solaire, on va avoir une surface plus ou moins grande à chauffer. C'est pour ça que du coup, il fait plus froid au pôle qu'à l'équateur, parce qu'il y a moins d'énergie reçue par unité de surface. Et donc ça se traduit sur cette image par une, vous voyez ici sur cette figure, la moyenne annuelle du rayonnement solaire qui entre au sommet de l'atmosphère et qui est absorbé par la Terre. Et donc vous voyez qu'à l'équateur et au tropique, c'est très rouge. Donc on a entre 300 et 350 watts par mètre carré. Alors qu'au pôle, c'est très bleu, donc c'est des valeurs très faibles, c'est entre 50 et 100 watts par mètre carré. Donc du coup, ça voudrait dire que si le système Terre il était figé, s'il n'y avait pas de mouvement, en gros, il ferait de plus en plus chaud à l'équateur et de plus en plus froid au pôle. Heureusement, la nature, elle est plutôt bien faite parce qu'on va avoir des fluides qui vont permettre de redistribuer ce surplus d'énergie de l'équateur vers les pôles. Donc ces deux fluides, ce sont l'atmosphère et l'océan, donc les deux circulations atmosphériques et océaniques. Et durant cette présentation, on va se concentrer, comme vous imaginez bien, sur l'océan parce qu'il a une capacité thermique, c'est-à-dire une capacité à emmagasiner de la chaleur qui est 1000 fois supérieure à celle de l'atmosphère. Et en plus, il a une inertie thermique importante, ça veut dire qu'il va être capable de restituer petit à petit la chaleur qu'il a emmagasinée. Donc là, vous avez en surface, c'est une carte du monde avec, vous avez plein de flèches, ce sont des courants de surface. Les courants de surface, ils sont induits par le vent, notamment. Et par exemple, ici, si on se concentre dans l'Atlantique Nord, on voit cette gire, avec notamment ici en rouge le Gulf Stream, j'imagine que vous connaissez. Et donc, le Gulf Stream, en quoi il est important, notamment pour nous en Europe? Et bien, en fait, ce courant ici, j'ai une image juste après, il est formé au niveau du golfe du Mexique, dans des zones chaudes. Donc, du coup, c'est un courant chaud qui va circuler en surface et qui va permettre de réchauffer. Il va ici, je vous remonte la carte, il va longer les côtes de l'Europe et donc il va réchauffer les côtes de l'Europe. Et donc, par exemple, ici, si on prend deux villes qui sont à une même latitude, notamment La Rochelle en Europe et Saint-Pierre-et-Miquelon en Amérique du Nord, donc qui ont la même latitude, vous voyez qu'on a 46 degrés nord, et bien on va avoir des températures annuelles moyennes qui diffèrent entre minimum 3 degrés et maximum 5 degrés. Donc du coup, ce courant de surface va permettre de réchauffer les côtes, l'atmosphère au niveau des côtes de l'Europe. Donc ça montre bien le rôle important de ça, de ces courants de surface. Mais le moteur principal de la redistribution de chaleur, c'est la circulation thermohaline. Alors, en fait, il faut imaginer que l'océan, ce n'est pas un gros paquet d'eau fixe qui ne bouge pas. Il y a des courants de surface, comme on a vu le Gulf Stream juste avant, mais on a également des courants de profondeur. Et en fait, à la manière d'un tapis roulant, comme on voit sur cette figure, donc en rouge les courants de surface et en bleu les courants de fond, il va y avoir une redistribution de la chaleur des tropiques de l'équateur vers les pôles, ce qui va permettre d'homogénéiser, en tout cas de mieux répartir la chaleur qui a été reçue par l'atmosphère. Donc par exemple, le Gulf Stream, je vous ai dit, il est formé au niveau du golfe du Mexique, donc il est chaud. Il va se diriger vers l'Atlantique Nord. Là, les températures sont plus froides, donc il va devenir de plus en plus froid. Et du coup,
En plus, on va avoir la formation de la banquise, et la banquise, c'est de l'eau non salée. Donc, du coup, en fait, pour former la banquise, elle va expulser son sel, donc l'eau va devenir de plus en plus froide et de plus en plus salée. Et donc, comme je vous le disais, cette circulation, elle s'appelle thermohaline. Thermo, ça vient de température, donc c'est l'influence de la température. Et haline, ça vient de la salinité, donc c'est l'influence du sel. Et une eau froide, elle est plus dense qu'une eau chaude, donc elle va plonger en profondeur. Et une eau salée, comme elle est plus dense qu'une eau douce, donc elle va également saler. Donc, par exemple, le Gulf Stream, si je vous remets la carte, ici, dans cette zone au nord de l'Atlantique Nord, l'eau du Gulf Stream devient très froide et très salée, ce qui fait qu'elle va plonger et donc elle va ensuite aller en profondeur et elle va rapporter de l'eau froide au niveau de l'équateur. Et donc, je voulais vous montrer... Oups, ah oui. Donc voilà, en gros, la température... Marine, je me permets, on a un bruit à nouveau. Oui, en fait, je suis dans un coworking, donc il y a des gens qui travaillent. Et écoutez, je vais essayer de changer de place. Donc là, vous voyez en fait le trajet d'une goutte d'eau depuis le Gulf Stream. Vous voyez, elle se forme au niveau du golfe du Mexique. Oups. Ensuite, voilà, elle s'en va en Atlantique Nord. Là, elle se refroidit et devient plus salée. Donc les eaux de surface vont plonger. Hop. Et du coup, elles vont faire le trajet inverse, mais en profondeur. Donc en fait, on a un espèce de tapis roulant à l'échelle de la planète, où on a du coup ces circulations d'eau de surface qui vont plonger une fois qu'elles sont plus denses, donc plus salées et ou plus froides, tout au long tout sur la totalité de la Terre. Et donc pour information, une goutte d'eau, elle met 1000 ans à parcourir toute cette circulation. Donc là, je vous ai montré un exemple en Atlantique Nord, mais il y a d'autres zones de formation d'eau profonde répartis sur l'échelle de la planète. Vous voyez, là, on est en Atlantique Sud. Ensuite, on va s'en aller dans l'océan Indien. Et donc, voilà, on a une circulation en fait permanente qui permet vraiment de redistribuer la chaleur emmagasinée par la Terre, de la Terre par le Soleil, à l'échelle de la planète. Voilà, je vais passer à la slide d'après. Et par contre, cette circulation, il faut se dire que ce n'est pas une circulation qui est muable. Elle a varié dans le passé, notamment lors d'un événement qu'on appelle le Junger Dryas, qui a eu lieu entre 12 900 et 11 700 ans before present. Before present, c'est 1950 pour les scientifiques, parce que c'est la période après laquelle en fait, on a fait des essais nucléaires, donc on a modifié la composition en carbone 14. Donc 1950, c'est vraiment la date de référence qu'on prend en sciences. Et donc, entre 12 900 ans et 11 700 ans before present, on voit qu'on a une diminution des températures. Sur ce graphique, vous avez 5 courbes. Les 2 courbes bleues, ce sont des carottes, ce sont des températures reconstituées en Arctique. En vert, c'est à Cariaco, au Venezuela, et en noir, c'est Domsé, donc c'est en Antarctique. Donc vous voyez que c'est un événement de refroidissement, de diminution des températures qui a été observé un petit peu partout dans le monde. Et il est associé à un affaiblissement de la circulation thermohaline parce qu'il y a eu un apport d'eau douce très important. Il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être un apport d'iceberg en Atlantique Nord qui a fait chuter la salinité de l'eau, ou un drainage d'un lac au nord de l'Amérique. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des périodes dans le passé où on a eu un ralentissement de cette circulation thermohaline. Alors, un autre point important de l'océan, c'est que vous voyez ici, 97,4%, c'est le réservoir principal d'eau liquide sur Terre. Il a un rôle très important dans le cycle de l'eau. Donc l'eau va s'évaporer, ensuite va aller dans l'atmosphère, ensuite elle va se condenser et elle va retourner à la Terre via les précipitations sous forme de pluie ou sous forme de neige. Donc soit une fois sur Terre, l'eau va s'écouler dans les ruisseaux, les rivières et revenir à l'océan, ou alors s'infiltrer dans les eaux souterraines, qui ont un rôle essentiel dont on parle très peu, puis revenir à l'océan. Donc en fait, c'est vraiment un cycle comme ça, et donc l'océan représente le plus gros réservoir d'eau liquide sur Terre. Cet océan, je ne sais pas si vous savez, mais il est composé d'énormément d'individus, notamment le plancton. Donc ce sont tous les organismes, pour la plupart microscopiques, qui dérivent au gré des courants, et ils représentent 95% de la biomasse marine. Donc en fait, on ne les voit pas, mais ils représentent énormément en masse. Et ce sont des individus, donc pour les plus gros, par exemple la méduse, mais pour les plus petits, ça va jusqu'à la bactérie, les virus, donc des organismes très très petits, inférieurs au micromètre, donc on ne les voit vraiment pas à l'œil nu.
Je voulais vous mettre des petits exemples d'organismes planctoniques qui ont été pris en photo lors de la dernière expédition de Tara. Donc, c'est vraiment des organismes vraiment magnifiques. Et ce plancton, il est très important parce qu'on a une partie du plancton qui est végétale, une partie du plancton qui est animale. Et ce plancton végétal qu'on appelle phytoplancton, il fait la photosynthèse et il va produire la moitié de l'oxygène sur Terre. C'est très peu connu, on pense toujours à la forêt, mais le plancton fournit la moitié de l'oxygène sur Terre. Il a un rôle également très important parce qu'il y a deux mécanismes en fait qui vont permettre le transfert du CO2 de l'atmosphère vers l'océan. Et l'un de ces mécanismes, c'est ce qu'on appelle la pompe à carbone biologique. Et en fait, c'est le plancton végétal, donc ce phytoplancton, qui va faire la photosynthèse, donc qui va produire de l'oxygène et capter du CO2. Ces petits organismes, ils vont construire pour la plupart, une grande majorité font des coquilles en carbonate de calcium, donc ils vont piéger du carbone, pardon. Et donc, ils vont vivre à la surface de l'eau. Et une fois qu'ils sont morts, s'ils ne sont pas mangés par d'autres organismes, ils vont tomber au fond de l'océan. Donc, en fait, ils vont s'accumuler dans le fond de l'océan via la sédimentation. Donc, on va avoir une séquestration du carbone via cette pompe à carbone biologique. Et donc, elle représente 1/10 de l'accumulation du carbone dans l'océan. Et la deuxième, donc les 9/10 restants, c'est ce qu'on appelle la pompe à carbone physique. Donc là, c'est l'action des vagues uniquement, enfin les mouvements d'eau qui favorisent les échanges entre l'atmosphère et l'océan, et donc il va entraîner la dissolution du carbone, du CO2 dans l'océan. Donc ça, c'est 90% de l'accumulation du carbone dans l'océan. Alors, un autre service qui est rendu par l'océan, c'est que le plancton dont on parlait tout à l'heure, il est à la base de la chaîne alimentaire. Il va se faire, donc le phytoplancton, donc le plancton végétal dont je vous parlais, va se faire manger par le zooplancton, le plancton animal, qui va se faire manger par d'autres organismes un petit peu plus gros, etc. etc. Donc, on a toute une chaîne alimentaire dans l'océan qui va permettre de nourrir de nombreux êtres vivants. Et l'océan, c'est une source d'activité importante et vitale pour de nombreux êtres humains. Je voulais partager quelques chiffres pardon, avec vous. Alors, 3 000 milliards, c'est la valeur annuelle en dollars des activités qui sont liées à la mer. 200 millions, c'est le nombre d'individus sur la planète qui travaillent dans les activités de pêche maritime. Et 3,5 milliards, c'est le nombre de personnes qui dépendent des océans pour leur subsistance. Donc, comme on est dans un contexte de croissance démographique, les pressions sur l'océan ne sont vraiment pas amenées à diminuer de ce point de vue-là. On a un autre service qui est rendu par l'océan, c'est l'utilisation de molécules issues de la mer dans la fabrication de médicaments. Par exemple, 50% des traitements contre le cancer sont tirés d'organismes marins. On a également des traitements contre le sida qui proviennent du hareng. Donc, c'est un champ de recherche actuel qui n'est pas encore exploité dans sa totalité parce qu'il y a plein de pistes possibles. Mais les scientifiques travaillent énormément sur ce point-là pour voir ce qu'ils pourraient tirer de l'océan, apprendre de l'océan pour fabriquer des traitements pour améliorer la santé humaine. Donc, vous avez vu qu'il y a énormément de services que nous rend l'océan. Donc, c'est un énorme réservoir et distributeur de chaleur. C'est une composante essentielle du cycle de l'eau. On a vu que c'était le plus gros réservoir d'eau liquide sur Terre. C'est un puits de carbone qui va limiter la concentration atmosphérique de CO2 via la pompe biologique et la pompe physique. C'est une ressource alimentaire qui est très importante et ça peut être source de solutions pour la santé humaine. Le problème, c'est que cet océan, il est menacé par diverses pressions. Donc, on va les lister. Tout d'abord, donc là sur cette image, vous voyez que l'océan, selon l'endroit sur Terre, donc ça c'était une image, il faudrait que je la mette à jour, elle date de plusieurs années, mais qui montre que voilà, les pressions sur l'océan sont différentes là où on se trouve sur le globe. Mais dans tous les cas, on va voir ce qu'on appelle une anomalie des températures de surface, donc dans notre cas une augmentation des températures de surface, qui est due d'une part à ce qu'on appelle l'effet de serre. Donc en fait, là vous voyez à droite sur mon image, on a un rayonnement jaune, donc c'est le rayonnement du solaire qui arrive sur Terre. Donc la majeure partie, les 2/3 sont absorbés par l'atmosphère et la surface de la Terre, donc le sol et l'océan. Et il y a une partie qui est réfléchie directement dans l'espace, mais les 2/3 sont absorbés par l'atmosphère et la surface de la Terre. Donc ça c'est le rayonnement solaire. En réponse, l'atmosphère et la surface de la Terre vont émettre un rayonnement dans l'infrarouge.
c'est ce qu'on voit ici, cette flèche rouge qui monte. Et en fait, cette flèche rouge, on voit qu'elle est bloquée ici par des nuages et les gaz à effet de serre qui se situent dans cette zone-là, qui vont réémettre vers la Terre ce rayonnement. Et en fait, ces gaz à effet de serre, ils sont importants parce que si on n'en avait pas, il ferait moins 18 environ sur Terre. Donc, ils sont essentiels à une température, je dirais, autour de 15 degrés. Le problème, c'est qu'on émet de plus en plus, via nos activités humaines, de gaz de gaz à effet de serre. Donc, du coup, la couche augmente et en fait, on a de plus en plus d'énergie piégée dans cette zone-là. C'est pour ça que les températures augmentent. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle l'albédo. C'est en fait le fait qu'une superficie, selon sa couleur, ne va pas réfléchir la même quantité de soleil. Par exemple, une surface complètement blanche, elle va réfléchir 100% des rayonnements solaires. Donc, elle va avoir un albédo, on dit, de 100. Une surface noire, elle va absorber la totalité du rayonnement solaire, donc elle va avoir un albédo de 0. L'océan, il est depuis l'espace, par rapport à la Terre, il a une surface sombre, il a un albédo entre 5 et 10%. Et avec le réchauffement du climat, on a de moins en moins de surfaces blanches, donc de moins en moins de banquises, de glaciers, etc. Et donc toute cette eau va dans l'océan, donc on augmente la superficie de l'océan. Donc on a de plus en plus de surfaces noires. Donc c'est une boucle de rétroaction, ce qu'on dit positive, c'est-à-dire que le réchauffement augmente, diminue la superficie des surfaces claires, donc augmente l'albédo qui augmente la température, etc. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, c'est une boucle de rétroaction positive. Et donc ça va avoir plusieurs conséquences, cette anomalie de température de surface. Alors oui, cette image était pour vous montrer que, donc à gauche sur l'image, c'est un climat stable. Vous voyez que normalement l'énergie du soleil est réémise un petit peu de manière équitable, enfin de manière équitable tout court. Et dans un système où le budget énergétique avec le changement climatique n'est pas stable, on va avoir une absorption qui est différente du rayonnement solaire par les différents réservoirs. Donc je vous disais l'atmosphère, le sol, également les glaces, et l'océan, ça représente 91%. Donc ça veut dire que l'océan, c'est le plus grand puits et réservoir du surplus de chaleur qui est injecté dans le système climatique par l'homme. Et donc forcément, tout ça, ces anomalies de température de surface, ça va augmenter la température sur Terre et notamment dans l'océan. On voit depuis 1950, on a une augmentation croissante des anomalies de température. Ça va avoir également une autre conséquence, c'est la fonte de la banquise. Là, sur ce graphique, vous avez la superficie de l'Arctique, de la banquise arctique en septembre. Donc, c'est là où elle est c'est à la fin de l'été, donc c'est là où elle est le plus faible. Et donc, on voit que depuis 1950, grosso modo, elle a fait que diminuer. Enfin, oui, elle a augmenté, elle a été un peu stable. En gros, depuis 30 ans, on voit une nette diminution. Et cette diminution, elle correspond à peu près en superficie à 6 fois la surface de la France. Donc, c'est vraiment colossal. Et ensuite, à partir d'aujourd'hui, vous voyez qu'on a plusieurs traits en couleur. Donc, ce sont les différentes projections du GIEC. Et donc, on voit, on a toujours une diminution, mais qui varie un petit peu dans son étendue. Et donc, on voit qu'à partir de 2050, ici, la ligne en pointillé, ça représente une superficie à partir de laquelle on n'aurait plus de glace. En fait, c'est la ligne à partir de laquelle on n'a plus de glace, de banquise en été. Vous voyez qu'en 2050, selon les modèles, on arrive à pratiquement voire plus du tout de glace en été. Et d'ici 2100, donc il y a la majorité des scénarios qui montrent qu'on n'aura plus du tout de glace en été en Arctique. Peu importe, enfin voilà, 3 scénarios sur 2, donc les plus pessimistes. Là, c'est une petite vidéo où vous allez voir en fait l'évolution depuis 1980 de l'évolution de la banquise estivale en Arctique. Donc vous voyez, en jaune, vous avez, ça représente la valeur, et en blanc, c'est vraiment l'image de la superficie en Arctique, moyenne estivale. Et donc vous voyez que depuis 1980, elle ne fait que diminuer. Et donc comme je vous le montrais juste avant, voilà, les projections d'ici la fin de l'année ne sont pas, d'ici 2100, la fin du siècle, pardon, ne sont pas vues à la hausse. Une autre conséquence, c'est la fonte des plateformes glaciaires. Donc les plateformes glaciaires, ce sont des plateformes de glace en fait qui sont dans la continuité des calottes de glace, donc sur du continent. Et donc vous voyez qu'elles flottent à la surface, et forcément avec le réchauffement de surface, donc cette anomalie des températures de surface, on va faire fondre ces plateformes de glace. Et à l'inverse
de la banquise, ces plateformes de glace, elles vont jouer dans le niveau marin, dans les variations du niveau marin, ce qui fait qu'on va avoir une augmentation prévue du niveau marin. Donc là comme tout à l'heure, vous avez l'évolution du niveau marin observée entre 1900 et à peu près aujourd'hui, puis ensuite, d'ici la fin du siècle, voire même 2150, différentes projections selon les différents scénarios du GIEC. Et donc vous voyez que d'ici 2100, comme tout à l'heure on était à 2100, on a une élévation entre 0,5 et 1 mètre du niveau marin à l'échelle globale. Donc c'est vraiment considérable quand on sait que les 2/3 des villes de plus de 5 millions d'habitants sont situées sur des côtes et que du coup, d'ici 2050, on a environ 300 millions de personnes qui seraient menacées par des inondations. On connaît tous ces images ou ces histoires Marie, sur... Oui. On a une petite question dans la salle. Ouais. Excusez-moi de vous interrompre, mais moi j'ai appris le contraire, que quand la température augmente, eh bien, finalement, le niveau de la mer, il va pas forcément augmenter puisque la dilatation, elle va changer en fait. C'est pas ça? En fait, alors, le niveau de la mer, la fonte, l'augmentation des températures va faire fondre et la banquise et les glaciers continentaux. Donc, ce qui fait que ça va apporter plus d'eau dans l'océan. Donc, ça va faire monter le niveau marin. Et en plus, le fait que l'eau devienne de plus en plus chaude, c'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Et en fait, une molécule d'eau, plus elle est chaude, plus elle prend de place. Donc, en fait, c'est un double effet. L'océan, le niveau de l'eau monte parce qu'on a plus d'eau qui est apportée. Et en plus, comme l'eau est plus chaude, elle prend encore plus de place. Donc, non, il ne va pas du tout diminuer, il va beaucoup augmenter. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Oui. C'est bon? Oui, ok, très bien. J'ai un pouce. Ça marche. Voilà, donc il y a forcément dans les images qu'on connaît tous des petites îles vulnérables, les Maldives, etc., etc. Mais par exemple, plus proche de nous, forcément la Hollande, et puis toutes les côtes, même françaises, qui sont pas beaucoup plus hautes que le niveau marin, vont être impactées par ces modifications. Alors, on a également une autre conséquence, c'est la perturbation du cycle de l'eau. Donc là, à gauche, vous avez une projection des changements à long terme, donc jusqu'en 2100, des précipitations, et à droite de l'évapotranspiration. Et donc, si on regarde à gauche les précipitations, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura plus de précipitations au niveau de l'équateur, mais également au niveau des pôles, et moins au niveau des tropiques. Et c'est à peu près pareil pour l'évapotranspiration. On va avoir une augmentation très importante au niveau des pôles et moins au niveau des tropiques. Donc du coup, on va avoir vraiment une perturbation assez conséquente de cycle de l'eau. Et comme je vous montrais tout à l'heure, c'est vraiment un cycle, donc ça va complètement perturber les équilibres. Et un autre phénomène aussi, c'est l'intensification des événements extrêmes. Vous avez tous vu cet été, en 2022, on a eu 3 vagues de canicules en France. Et d'ici 2050, ce sera, alors je ne me souviens plus les chiffres de Météo France, mais ce sera vraiment la norme à l'horizon 2050. Et on parle tous des événements climatiques extrêmes, des cyclones, est-ce qu'ils seront plus intenses, plus fréquents, etc. Il faut savoir, pour qu'un cyclone se forme, il faut que l'eau soit au minimum à 26 degrés sur une profondeur de 50 mètres. Donc plus l'océan va se réchauffer, plus on va avoir la possibilité que cette eau soit chaude à plus de 26 degrés, plus souvent, plus souvent, plus longtemps, à plusieurs endroits. Donc potentiellement, on a un risque d'augmentation de ces événements extrêmes. On a une autre conséquence, c'est la saturation du puits de carbone. Je vous ai montré tout à l'heure, l'océan, il permet un stockage du CO2 de l'atmosphère via le plancton, la pompe à carbone biologique, et également la pompe à carbone physique. Donc juste le mélange, l'action physique de l'eau, le mélange par les mouvements des vagues, etc. Et le problème, c'est que le réchauffement de l'eau, il va entraîner une diminution de la solubilité du CO2. Donc plus il fait chaud, moins le CO2 va se dissoudre dans l'océan. En plus, on va avoir, avec ce réchauffement des eaux, ça va perturber la circulation thermohaline. Donc potentiellement, on va avoir un accroissement. Comme il y a moins de la circulation thermohaline, c'est une circulation du coup verticale, on a des mouvements d'eau verticaux. Donc si on la diminue, on va avoir une stratification de l'océan, ce qui fait qu'on va avoir un plus faible mélange, donc on va diminuer la pénétration du CO2 vers les profondeurs. Ce qui fait qu'on va donc diminuer le puits de carbone, et donc on va avoir davantage de CO2 dans l'atmosphère, ce qui fait que ça amplifie encore l'effet de serre. Donc vous voyez, là encore, on a une boucle de rétroaction positive.
Donc, vous avez vu, il y a plein de conséquences de ce réchauffement de l'océan. Ça entraîne la fonte de la banquise, ça entraîne une augmentation du niveau marin, ça intensifie le cycle hydrologique, ça entraîne la fonte des plateformes des glaciers continentaux. Il y a un risque d'affaiblissement de la circulation thermohaline et également du puits de carbone. Un autre problème également, c'est l'acidification de l'océan. Donc, comme on augmente la concentration en CO2 dans l'atmosphère, on augmente, vous avez vu, on a une certaine concentration de CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2, il est dissous dans l'océan. Une fois qu'il est dissous, en fait, ce CO2, il va y avoir plusieurs réactions chimiques qui font que il va devenir plus acide. On mesure cette acidité de l'eau par le pH. Le pH de l'eau, quand on dit qu'il y a une acidification de l'océan, il ne faut pas se dire que le pH il est acide. En fait, le pH il est à 8. Il ne sera pas acide, en tout cas de notre durée de vie, on ne le verra jamais acide. C'est juste qu'il devient de plus en plus acide. Et donc, je voulais vous mettre juste quelques petits chiffres. Donc là, 170%, c'est l'augmentation prévue de l'acidification de l'océan d'ici 2100 par rapport au niveau pré-industriel. Chaque jour, il y a 24 millions de tonnes de CO2 qui sont absorbées par l'océan. 26%, c'est l'augmentation de l'acidité de l'océan depuis la période pré-industrielle. Et 10 fois, c'est le taux d'acidification. En fait, le taux de l'acidification de l'océan depuis 55 millions d'années, il n'a jamais été aussi élevé que maintenant. Il est 10 fois plus élevé maintenant que dans le passé. Et donc, du coup, là, je vous remets un graphique qui présente l'évolution du pH d'ici 2100 avec encore cette fois-ci les différents scénarios du GIEC. Donc en noir, comme tout à l'heure, vous avez les observations. Donc on voit que ça a diminué. On a l'impression que c'est très peu. Vous voyez, on passe d'un petit peu plus de 8,1 à un petit peu plus de 8. Donc on a perdu à peu près 0,1 en unité pH. Mais c'est une échelle logarithmique. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas linéaire. Ça augmente de plus en plus. Donc là, en l'occurrence, ça diminue de plus en plus. Et une diminution de 0,1 en unité pH, c'est vraiment considérable. Et quand on voit les diminutions de pH qui sont prévues d'après les différents scénarios du GIEC, sachant que le plus optimiste c'est en bleu et le plus pessimiste c'est en marron bordeaux. C'est vraiment colossal. Quand on voit la diminution, le plus pessimiste, il prévoit 0,5 de diminution d'unité pH, ça a des conséquences désastreuses sur la biodiversité. On entend tous parler des coraux. Bien sûr, c'est terrible l'impact de l'acidification des océans. Et il y a plein d'autres organismes dont on parle beaucoup moins. Ce sont tous les organismes calcifiants. Je vous disais, le plancton, par exemple, c'est 95% de la biomasse marine, il fournit 50% de l'oxygène sur Terre, et il a une coquille en carbonate de calcium. Donc du coup, le carbonate de calcium, si vous prenez quelque chose d'acide, du citron, vous le mettez sur un coquillage, vous allez voir, le coquillage, il va se désagréger. Donc, on a effectué il y a des chercheurs qui ont effectué cette manipulation en laboratoire. Là, c'est un petit ptéropode. Vous voyez, en jour 0, il a une belle coquille. En fait, il le met dans un milieu acide et on voit son évolution au bout de 15 jours, 30 jours, 45 jours. Donc, vous voyez, au bout de 45 jours, sa coquille, elle est vraiment désagrégée. Ça va jouer sur son moyen de locomotion. Donc, forcément, ça a modifié les rôles proie-prédateur. On a également, on ne comprend pas encore trop pourquoi, mais par exemple, chez certains organismes, ça va entraîner des perturbations au niveau neuronal, ce qui fait qu'ils vont, par exemple, ils vont plus reconnaître leur proie, donc ils vont aller plus facilement vers leur proie. Donc voilà, on a des modifications proie-prédateur assez importantes. Ça a un impact assez considérable sur la biodiversité. Et un dernier fléau, c'est la pollution plastique. Alors le plastique, c'est fantastique parce que c'est résistant. Oui. Encore une petite question. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'apprendre aux organismes à s'adapter justement à la décalcification de leur... J'avais entendu un jour un biologiste qui avait fait une expérimentation d'un organisme, un micro-organisme qui avait besoin, ne supportait pas le cuivre dans son milieu naturel. Il a introduit au fur et à mesure un petit peu plus de cuivre. Et à la fin, l'organisme avait limite besoin du cuivre pour vivre. D'accord. Alors, je ne connais pas. J'imagine que c'est pas réplicable à tous les organismes et à l'échelle de l'océan en entier. Et du coup, le cuivre, alors j'imagine, tous les organismes ont besoin d'éléments minéraux, mais je ne sais pas s'ils en ont tous besoin. Et là, le carbonate, c'est vraiment c'est une partie énorme de la biodiversité marine qui précipite un squelette en carbonate. Un squelette externe, nous, il est à l'intérieur, il est à l'extérieur, et du coup, c'est leur petite maison.
Et du coup, alors peut-être que c'est possible, mais en tout cas, à l'échelle de l'évolution, de l'augmentation de l'acidification de l'océan, je vois pas trop comment c'est possible. Mais je suis pas au courant, bien sûr, de toutes les expériences en cours, mais je sais qu'en tout cas, à Monaco, alors, je me souviens plus, ils travaillent sur les coraux, je me souviens plus du nom du laboratoire, mais ils font des tests où ils mettent en laboratoire, dans des aquariums, différents coraux, et du coup, ils essayent de progressivement diminuer l'acidité, donc ils diminuent le pH de l'eau. Et donc, comme ça les entraîne. Le problème, c'est que du coup, c'est impossible de répliquer ça à l'échelle globale. Donc, c'est possible en laboratoire de cultiver, par exemple, des coraux, en l'occurrence, qui vont être un peu plus résistants, ensuite de les réimpliquer. Mais on ne peut pas sauver tout le monde, c'est impossible. Donc, sur certaines espèces, localement, je pense que c'est possible. Après, à l'échelle globale, je ne pense pas que ce soit possible. Ok, merci. Pas de souci. Et alors, du coup, le plastique. Donc, comme je vous le disais, c'est un peu magique parce que c'est un matériau qui est résistant, qui est léger, qui est malléable, qui est durable et qui est peu onéreux. Le problème, c'est qu'on a une production mondiale de plastique qui augmente de manière presque exponentielle. En 2018, on avait augmenté de plus de environ 175 fois la production de plastique par rapport à 1950. Donc vous voyez que en plus, à droite sur le graphique, donc ce sont des projections de la production mondiale de plastique. Donc on n'est pas du tout dans un scénario de diminution de la projection. Donc ça va continuer à augmenter. Actuellement, ça utilise environ 5% de la production pétrolière, cette production de plastique. Et par contre, ça fournit un nombre d'emplois relativement conséquent. Et le majeur problème, c'est que 40% de la production mondiale, c'est la production d'emballage et de plastique à usage unique. Et que la majeure partie finit dans l'environnement. Donc on a une durée d'utilisation qui est minime, alors que ça a un impact dans l'environnement qui est vraiment considérable. Et ensuite, ces plastiques, donc ceux qui se retrouvent dans l'océan, soit via le ruissellement des rivières et les fleuves, soit dans l'environnement, vont ensuite, par le ruissellement, les rivières ou les fleuves, soit par le rejet direct ou ainsi intentionnel ou accidentel, via les vents, le transport atmosphérique ou les rejets des stations d'épuration, vont se retrouver dans l'océan. C'est vraiment le réceptacle final des pollutions humaines, l'océan. Et par exemple, en 2016, on avait environ 10 millions de tonnes de plastique par an qui étaient dans l'océan. Et d'ici 2040, ce chiffre va plus que doubler. Et on estime la quantité entre 23 et 37 millions de tonnes dans l'océan. Et donc, où est-ce qu'on trouve ces plastiques dans l'océan? Alors, la répartition à l'échelle du globe, elle est assez inégale. Vous avez toutes et tous entendu parler des gyres océaniques ou des continents, j'ai mis entre guillemets de plastique, parce que continent, c'est vraiment pas du tout le bon terme. En fait, un continent, on imagine que c'est quelque chose de solide sur lequel on peut marcher. Pas du tout. En fait, le continent de plastique, quand vous êtes dessus, enfin quand vous êtes dedans plutôt, c'est l'image à gauche, la photo, vous ne voyez pas de plastique. En fait, c'est plutôt une soupe de plastique, de microplastique, comme vous voyez à droite dans le bocal. Et à la surface des océans, en fait, donc là, vous voyez sur cette carte à gauche, plus c'est foncé et plus plus la concentration de microplastique est importante. Donc, vous voyez dans la gyre Pacifique Nord, c'est très important. Il y en a également une dans le sud de l'Atlantique. Mais voilà, c'est vraiment une soupe de plastique. Il faut vraiment se dire que l'utilisation du terme continent plastique, c'est vraiment pas c'est vraiment pas le bon terme. C'est pas du tout ce qui est représenté en réalité. Et en plus de ça, la nature du plastique, ça va influencer son devenir en mer. On va voir si on a des poches plastiques, elles vont être plus en surface. Si on a des choses plus lourdes, elles vont tomber plus en profondeur, comme des bouteilles en verre, des choses comme ça. Et au fond des océans, on estime à presque 2 millions de débris plastiques par mètre carré. Ce qui est un peu triste, et ce que disait l'un des chercheurs qui a été Jean-François Galgani, qui a été l'un des premiers à travailler sur le plastique, c'est qu'en fait, lui, il se baladait avec un drone sous-marin, enfin avec un navire sous-marin, et donc il savait quand il était sur le fond marin, quand il commençait à avoir des plastiques dans les canyons, parce que du coup, on a des transferts de plastique, et quand il voyait du plastique, il savait qu'il était au fond et qu'il n'avait pas besoin d'aller plus loin. Donc c'est devenu un indicateur topographique. Mais le point positif, c'est que contre cette pollution plastique, il y a plein de solutions possibles, il y a plein d'échelles et qu'on peut tous être acteurs ou actrices de la solution. Il y a des décideurs politiques, bien sûr, qui créent des lois, des infrastructures nécessaires pour traiter cette problématique de la pollution plastique. Les industriels qui peuvent améliorer leurs process et leurs matériaux. Et bien sûr, les citoyens par nos choix de consommation et nos éco-gestes.
Et bien sûr, j'allais enchaîner avec Tara, parce que Tara, c'est un voilier qui est vraiment dédié à la science et dont l'objectif, en fait, est d'explorer l'océan pour mieux le comprendre et de partager les découvertes qui en découlent avec le plus grand monde pour sensibiliser, pour faire changer les mentalités. Donc là, on a vu que l'océan, c'était un endroit magnifique qui nous fournissait au quotidien d'immenses services, mais qu'il est soumis à de nombreuses pressions et qu'il faut vraiment faire quelque chose pour le protéger parce que sinon, voilà, c'est pas très optimiste et du coup, c'est pas. Voilà, il faut vraiment agir. Donc, Tara, c'est une fondation qui a 20 ans. C'est la première fondation reconnue d'utilité publique consacrée à l'océan en France. Et donc, on connaît tous son bateau, donc la goélette Tara en haut à gauche. Et donc, cette goélette et l'équipage, ils sont mis à disposition des chercheurs et des chercheuses qui vont partir en mission pendant plusieurs mois, plusieurs années pour comprendre cet océan, mieux le comprendre. Mais Tara, ce n'est pas qu'un bateau, un équipage et des chercheurs, c'est également des équipataires qui vont s'appuyer sur les missions de la goélette pour sensibiliser différents publics. Donc moi, par exemple, je suis au pôle éducation. Donc du coup, on va, à vous enseignants, proposer des ressources pédagogiques pour sensibiliser vos élèves à la science, au développement durable, à l'esprit critique, en s'appuyant sur les missions scientifiques de Tara. Donc on a tout un dispositif éducatif dont je pourrais vous parler après. Et on a également un pôle culture de l'océan qui va sensibiliser plutôt le grand public via des expositions, des festivals, etc. Et on a également un pôle plaidoyer qui va accompagner les politiques à l'aide à la décision. On a notamment un siège d'observateur à l'ONU. Et donc, la Fondation va s'intéresser à 3 problématiques scientifiques, donc le climat, la biodiversité marine avec un focus sur le plancton dont je vous ai parlé, et également le corail, et la pollution plastique et notamment microplastique. Donc ici, je vous ai remis une image un petit peu plus grande de la goélette Tara. Donc Tara, c'est une goélette qui a été construite en 1989, donc elle va avoir 34 ans cette année. Et c'est un bateau qui a été conçu pour aller vivre une expédition polaire. Donc, elle est vraiment elle est vraiment faite pour les conditions extrêmes. Elle est très résistante. Elle fait 36 mètres de long, 10 mètres de large. Elle a 2 mâts, donc de même longueur. Elle peut accueillir à son bord 14 membres d'équipage. Il y a toujours 6 marins, également les scientifiques, comme je vous le disais, qui vont monter sur le bateau pour faire leurs échantillonnages. Parce que Tara, c'est en gros, c'est un laboratoire flottant. Ça va permettre de collecter des échantillons et ensuite les échantillons sont analysés à terre dans des laboratoires partenaires. On a également un journaliste ou un correspondant de bord qui monte sur Tara et un artiste parce que Tara est résidence d'artiste. Sandra, je me dis qu'on va pas avoir le temps quand je vois l'heure qu'il est de mettre la vidéo, donc du coup on pourra l'envoyer aux enseignants comme ça ils pourront aller voir après la vidéo. Du coup, je vais continuer. Donc Tara, donc ça fait 20 ans qu'elle existe. Elle a réalisé 12 missions scientifiques. Là, actuellement, elle est en chantier à Lorient, son port d'attache est Lorient. Elle est en chantier parce qu'elle est rentrée de mission en octobre dernier et elle repart en mission au printemps prochain, donc elle se refait une petite beauté. Elle a parcouru 540 000 km depuis 20 ans, elle a récolté des dizaines de milliers d'échantillons et elle a permis la découverte de centaines de milliers d'espèces microscopiques et la caractérisation de virus. Vous voyez, là, on a 200 000 virus caractérisés, alors c'est difficile de se rendre compte, mais ça représente 95% des virus qui sont connus actuellement. Donc ça répond vraiment à l'objectif principal de Tara, qui est vraiment de mieux comprendre l'océan, la biodiversité de l'océan, les liens avec les pollutions, les interactions, le climat, etc. Et donc, comme on travaille avec des scientifiques, forcément, ça aboutit à la publication de revues scientifiques. Et vous voyez, on travaille avec des chercheurs de laboratoires du monde entier. Donc voilà, du coup, je voulais vous présenter une petite vidéo, mais je pourrais vous l'envoyer après pour vous montrer concrètement comment ça se passe à bord de Tara, qu'est-ce qu'on a comme objet scientifique, à quoi ressemble le bateau, etc. Mais comme je préfère garder un petit peu de temps pour les questions. Donc voilà pour Tara. Et donc, si vous voulez, on pourra discuter aussi du dispositif éducatif pour que je puisse vous présenter si vous souhaitez travailler avec vos élèves s'appuyer sur ces missions scientifiques, sur l'aventure humaine pour sensibiliser vos élèves à la science, au développement durable et à l'esprit critique. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de la paléocéanographie. Donc, comme je vous le disais, moi, j'étais chercheuse avant et j'ai fait une thèse et un post-doctorat en paléocéanographie. L'objectif
Alors, je vais vous présenter cette image d'abord. Donc là, vous avez un graphique qui représente en fonction du temps les anomalies de température. Donc, vous voyez, il y a plusieurs couleurs qui se superposent. Avec en noir, c'est une. En fait, je vais passer directement à celle-là. Bon. Alors, en noir, vous voyez juste en noir, ce sont les variations observées entre 1850 et 2020. Et ensuite, on a une courbe verte, une courbe marron. Les deux sont des courbes simulées. Donc, l'une sans l'impact de l'homme et l'une avec l'impact de l'homme. Donc, sans l'impact de l'homme, c'est en vert. Donc, c'est seulement les paramètres naturels, donc les impacts solaires et volcaniques. Et en marron, c'est avec l'impact de l'homme, donc les paramètres naturels et anthropique. Donc on va simplifier un petit peu la courbe. On voit que s'il n'y avait pas d'impact de l'homme, le climat depuis 1850, il n'aurait pas varié. Vous voyez que la courbe verte, ce n'est pas une courbe, c'est une ligne. Elle reste sur 0. Alors qu'on voit que la courbe noire, donc la courbe des observations, elle fit parfaitement avec la courbe marron, qui est la simulation de l'évolution du climat entre 1850 et 2020, qui prend en compte à la fois les paramètres naturels, donc solaires et volcaniques, et également l'impact anthropique. Donc ça montre bien, il n'y a pas d'image plus claire, pour montrer que l'homme, il est responsable de l'évolution du climat qu'on observe depuis 1950. Vous voyez que c'est à peu près 1950 qu'on a une grosse séparation entre les deux courbes. Et donc du coup, forcément, on se questionne sur ce qui va se passer plus tard. Le problème, c'est que c'est compliqué parce que l'impact de l'homme, c'est tout nouveau. Enfin, c'est tout nouveau. C'est actuel, donc du coup, c'est difficile de prédire comment ça va évoluer. Donc, c'est important de savoir comment ça se passait dans le passé, quand il n'y avait pas encore l'homme, pour voir comment le climat y variait. Et ça va permettre d'implémenter les modèles climatiques pour faire des projections climatiques plus justes. Donc la paléocéanographie, climatologie, paléo c'est ancien et climatologie c'est l'étude du climat, donc paléoclimatologie c'est l'étude des climats dans le passé, qui permet, comme je vous le disais, donc d'étudier la variabilité naturelle du climat sans l'impact de l'homme. Et du coup, comment est-ce qu'on fait? En fait, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, le plancton, en fait, ce plancton-là, il vivait également dans le passé. Donc, comme aujourd'hui, il vivait à la surface de l'océan. Une fois, quand il meurt, s'il n'est pas consommé, il va tomber au fond de l'eau et il va s'accumuler dans les couches de sédiments. Donc, en fait, au fil du temps, on va avoir une accumulation comme ça de sédiments. Et plus on va en profondeur, plus on a des sédiments, donc des organismes plus vieux. Et donc, du coup, ces organismes-là, comment est-ce qu'on va les étudier? Comment on peut récolter des êtres vivants qui ont vécu dans le passé? Et bien, en fait, c'est plusieurs étapes. Tout d'abord, on va aller sur le terrain, on va prendre un bateau océanographique. Donc, par exemple, ici, c'est le Marion Dufresne, c'est un bateau français. Et comme Tara, il a plein d'instruments scientifiques. Donc, ce n'est pas la même échelle, parce que le Marion Dufresne, il fait 100 mètres de long, donc il est 3 fois plus gros que Tara. Et donc, par exemple, sur le Marion Dufresne, pardon, on a cet instrument scientifique. Vous voyez, c'est un long tube avec en haut, il y a une masse jaune. C'est ce qu'on appelle un carottier, parce que ça va permettre de faire des carottes de sédiments. Et donc, ce carottier, en fait, on va l'enfoncer, on va le plonger dans l'eau. Il va s'enfoncer avec sa petite masse. Il va rencontrer le sédiment. Une fois que le carottier est plein, il y a un petit système de trappe qui va se fermer. Comme ça, on va pouvoir remonter le carottier à la surface. Un carottier, ça peut faire... alors moi, à l'époque, la carotte la plus longue, elle faisait 70 mètres de long. Du coup, 70 mètres, c'est pas très pratique à étudier. Donc, en fait, on va le couper en plusieurs tronçons. Toujours la même taille. Il faut bien indiquer le haut, le bas. C'est toujours des tronçons d'1,50 m. Donc, on va découper la carotte et ensuite, on va archiver les tronçons. Les carottes, c'est un tube rond et en fait, on va faire des tronçons d'1,50 m et on va également couper chaque tronçon d'1,50 m dans la longueur. Comme ça, on a une partie qu'on garde pour l'archive et une partie qu'on va étudier. Et ensuite, une fois qu'on a archivé ces tronçons, on va aller en laboratoire. On va récupérer le sédiment. On peut faire des petites tranches. Pardon. On va le laver pour récolter les organismes qui vivent à l'intérieur. Et on va pouvoir comme ça les observer au microscope. Et donc au microscope, je vous ai mis des petites images qui ont été obtenues au microscope électronique à balayage. J'ai mis des couleurs pour plus de facilité, mais ils sont tous blancs. Vous voyez par exemple ici, il y a différents organismes qui ont différentes... les espèces de boules, ça s'appelle des loges. Donc vous voyez, ils ont plusieurs loges. Pachyderma, il en a 5. À droite, le rouge, il en a 3. Mais il y en a une en forme de sac. Ici, en bas, ils en ont 4 d'ailleurs. En bas à gauche, Rubert, il en a 3. Enfin voilà, il y a plusieurs formes. Et en fait, cette forme-là, ça va être un indicateur
un indicateur environnemental. Par exemple, là, je vous ai mis une carte un planisphère avec différentes couleurs, ça représente les températures à la surface de l'océan. Et en fait, on va, avec le principe d'actualisme, supposer que l'environnement actuel dans lequel vit l'organisme, par exemple, en haut, en bleu, celui qui a 5 loges, bah, il aime bien les eaux froides. On va supposer que dans le passé, il avait les mêmes, les mêmes préférences écologiques. Donc du coup, grâce à ça, si on reprend notre carotte de sédiments, on va savoir que quand on retrouve des assemblages, on s'est un peu simplifié, mais grosso modo, c'est l'idée. Quand on retrouve des assemblages d'organismes qui aimaient bien les eaux froides, bah, il faisait plus froid. Si on trouve des assemblages avec des organismes qui aiment bien les plus chaudes, on suppose qu'il faisait plus chaud. Donc ça, c'est un premier indicateur, la morphologie, pour reconstruire les climats du passé. Ensuite, on a un deuxième indicateur, c'est la composition chimique. Donc, je vous disais, ces organismes, ils précipitent une coquille en carbonate de calcium. Donc, il y a du calcium, du carbonate et de l'oxygène. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais ces organismes, ils sont vraiment microscopiques. Vous voyez, celui-là, il fait 150 micromètres. Donc, c'est vraiment tout petit. Mais par contre, il constitue des falaises colossales. Toutes les falaises calcaires et Etretat en France, notamment, ce sont, ce n'est pas cet organisme-là en particulier, mais ce sont des organismes microscopiques qui construisent ça. Donc, imaginez la quantité d'organismes qu'il a fallu pour faire des falaises de centaines de mètres de haut. Et donc, comme je vous disais, leur coquille elle est en carbonate de calcium. Et du coup, on va pouvoir analyser la composition isotopique. En fait, on va s'intéresser par exemple à l'oxygène. Il a plusieurs isotopes, l'oxygène. Donc, c'est un nombre de protons mais de neutrons différents dans le noyau. Et en fait, on va analyser ces différents isotopes et via différents ratios, via différentes formules climatiques, ça va permettre de reconstituer l'évolution de la composition isotopique en oxygène au cours du temps. Et en fait, cette composition isotopique, comme vous voyez sur le graphique, elle varie au cours du temps. Elle augmente, elle descend. Et plus elle augmente, donc c'est là où il y a les zones bleues, en fait, c'est des cycles. Et du coup, ces cycles-là, ça correspond à des périodes glaciaires interglaciaires. Donc grâce à ça, on a su que le climat, il a varié au cours du temps, donc de manière cyclique. Et si on fait un petit zoom sur les derniers 100 000 ans, donc on voit la dernière période glaciaire entre grosso modo 20 et 60 millions d'années, 60 ans, pardon, avec un pic de froid, le dernier maximum glaciaire qui a eu lieu environ à 18 000 ans, où le niveau de la mer était beaucoup plus bas, était 120 mètres plus bas parce qu'on avait des calottes de glace qui descendaient jusqu'en Europe du Nord. Donc vous voyez, le climat, il a varié au cours du temps, il a varié de manière cyclique, mais le problème, c'est qu'il il s'éloigne de son état d'équilibre tellement rapidement et de manière il s'en va loin et de manière tellement rapide qu'on ne sait pas s'il va réussir à revenir à cet état d'équilibre. Donc voilà, c'était juste une petite ouverture pour vous montrer que le plancton, il est utile aujourd'hui, mais il est également utile dans le passé pour nous aider à mieux comprendre cet océan. Donc voilà, j'espère que je vous ai appris des choses et j'ai dressé un inventaire assez rapide, mais au moins ça permet une vue globale. J'espère que vous aurez un petit aperçu de l'utilité de l'océan et de tous les services qu'il nous rend et de l'intérêt surtout de le protéger. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Ouais. Merci beaucoup Marine pour cette cette intervention à distance en visio. Voilà, Isabelle, ma collègue et moi, on a les micros. S'il y a des questions, c'est le moment. Non, c'était clair. C'était clair a priori, donc parfait. Ok, super. Une question. Est-ce qu'il y a moyen de protéger les espèces marines en peut-être créant des zones, est-ce que ça existe d'ailleurs, des zones protégées où il n'y a pas de bateaux, pas d'êtres humains, enfin, voilà, comme c'est le cas peut-être sur la Terre. Et deuxième question, peut-être indirectement liée, est-ce que la menace de la 6e extinction, elle est aussi importante dans l'eau que sur la Terre? Alors oui, pour répondre à la première question, il y a ce qu'on appelle des aires marines protégées. L'acronyme, c'est AMP. Et en fait, actuellement, le pourcentage d'aires marines protégées, je crois que c'est même pas 2% de la surface de l'océan, donc c'est vraiment minime. Et en plus, c'est souvent des zones côtières. Par exemple, en France, au large de l'Europe, il y a tout un sanctuaire où, du coup, alors il y a moins de circulation de bateaux, il me semble que les actions de pêche sont réduites, comme dans les parcs nationaux, par exemple le parc national des Calanques. Donc du coup, là, on voit, ce qui est bien, c'est qu'on voit, par exemple, une augmentation de la biodiversité. Il me semble, je ne sais plus si c'est le bar ou un poisson, je ne me souviens plus lequel c'est, où on a vu vraiment une augmentation de sa population. Le problème, c'est que ces aires marines protégées, elles ne sont pas suffisantes en termes de superficie. Et du coup, par contre,
par exemple, si on voit, on va prendre l'exemple du bar, je me souviens plus si c'est le bar, mais ce poisson, et ben, en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, il va avoir besoin de migrer dans son cycle de reproduction et en fait, elles sont tellement espacées que, bah, du coup, c'est bien, il a grandi dans son espace, mais en fait, il peut pas augmenter sa population parce qu'il n'arrive pas à rejoindre d'autres zones où il va se reproduire. Donc en fait, l'objectif, c'est d'augmenter la superficie de ces aires marines protégées. Le problème, c'est que du coup, bah, c'est pas facile parce que, il faut protéger pas uniquement en zone côtière, mais également en haute mer. Sauf que la haute mer, c'est compliqué parce que, bah, du coup, c'est pas des zones économiques exclusives, donc c'est un autre droit. Donc, c'est un point pour lequel se bat la Fondation. Donc, c'est vraiment très important, les aires marines protégées, mais c'est vraiment un gros sujet et c'est compliqué de mettre en place parce qu'il faut une collaboration internationale puisque ça concerne plusieurs États. Et la deuxième question, je veux bien que vous la répétiez parce que je me souviens plus. L'extinction. Ah oui. L'extinction, est-ce que ça concerne les océans? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, vous avez vu, l'océan, c'est 71% de la surface de la Terre. Donc, forcément, la population, la biodiversité marine est impactée, que ce soit pour le plancton, que ce soit pour les coraux, mais également les plus gros organismes. Si on modifie les températures, on modifie les zones de reproduction, les zones de chasse, etc. Donc, on va avoir ce qu'on appelle, comment ils appellent ça, je ne me souviens plus, enfin, souvent une migration vers des zones plus froides. Après, il y a tout un impact aussi de la pollution plastique avec le transport de pathogènes, etc. Donc oui, bien sûr, il y a une diminution de la biodiversité conséquente dans le milieu marin. Même s'ils peuvent aller où ils veulent, les poissons, enfin, ils peuvent migrer plus facilement que sur Terre. Ah oui, ils peuvent migrer plus facilement, mais alors nous, l'être humain, on a une niche écologique, c'est-à-dire on va supporter des températures entre moins 20 et plus 40, mais il y a des organismes qui vont supporter une température entre 10 et 13 degrés, d'autres qui ont une niche écologique plus grande, entre 10 et 20 degrés. Mais tous ceux qui ont une niche restreinte, et ben, en fait, ils vont du coup avoir une superficie plus réduite, ils vont pouvoir migrer, mais dans une superficie qui va se réduire. Et en fait, il y a d'autres organismes aussi qui vont venir là, donc ça va modifier les liens proie-prédateur. Et on ne sait pas comment ils vont se comporter par rapport aux espèces qui existent déjà dans ces zones-là. Donc en fait, ça va modifier complètement les niches écologiques et on ne sait pas exactement comment ça va impacter. Mais souvent, les organismes n'ont pas la plupart aiment bien avoir une gamme de température, une gamme de salinité, aiment bien les eaux riches en cuivre, aiment bien les eaux riches en fer. Donc en fait, on ne peut pas avoir toutes les espèces dans n'importe quel environnement. Donc du coup, si on modifie les températures de surface, on modifie avec l'eutrophisation des eaux, on modifie la composition de l'eau. Donc en fait, il y a plein de modifications et en fait, on ne sait pas à quel point ces ressources vont pouvoir migrer et comment elles vont pouvoir s'adapter aux futures conditions. Merci. Merci. Il y a encore une question, Marine? Oui, bonjour. Merci déjà pour cette conférence. Et en fait, l'état des connaissances sur l'océan passé, actuel et même les scénarios futurs sont connus depuis finalement assez longtemps. Et vous qui travaillez avec Tara Océan, est-ce que vous constatez un changement dans les mentalités ou dans les décisions politiques à l'échelle collective ou individuelle depuis que vous travaillez là? Oui, bien sûr. Et bah, déjà, au niveau individuel, en tout cas, moi, je travaille au pôle éducation et on voit que de plus en plus, quand je vois les échanges avec les élèves, déjà, comme c'est ils connaissent tous le changement climatique, ils savent tous l'impact que ça a, ils connaissent tous la pollution plastique parce que c'est des choses qu'on voit au quotidien. Et du coup, moi, je ressens vraiment je ressens vraiment une envie d'action de la part des jeunes. On propose plein d'actions pour justement les sensibiliser à ça. Et après, au niveau des décisions politiques, et bah, pareil, en fait, à Tara, on travaille à plusieurs échelles. Au niveau local, avec les maires, on a mis en place une charte qui s'appelle la charte des maires pour des fleuves sans plastique. On a de plus en plus de maires qui s'impliquent dans cette charte. L'idée, en fait, c'est de réduire la pollution plastique sur les berges. Donc, du coup, on a une réelle volonté d'action au niveau à plus grande échelle, au niveau national. Et ben, du coup, on a pas mal contribué, par exemple, alors, j'ai pas toutes les actions de plaidoyer en tête, mais la dernière, c'était sur l'exploration des fonds marins. On a beaucoup contribué à ce que Emmanuel Macron dise non à l'exploitation des fonds marins. Et à l'échelle internationale, on travaille beaucoup sur la haute mer, comme je parlais juste avant,
par rapport aux aires marines protégées, on essaye d'avoir des actions pour justement augmenter la superficie des aires marines protégées en haute mer, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu. Donc il y a de plus en plus d'actions, il y a de plus en plus un sentiment de mise en mouvement à différentes échelles de la population. Donc ça c'est chouette. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Ok. Ben, on va peut-être clore ici la conférence. Merci beaucoup, Marine. Merci à vous pour votre attention également. Avant d'enchaîner avec les ateliers, je vous propose, on a préparé une petite collation, enfin boisson et de quoi grignoter en salle des 1000 miettes. C'est la salle qui se trouve à l'arrière de la cafétéria. Voilà, les noms toujours surprenants, mais ça. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour, si besoin, passer aussi aux toilettes, etc. Et puis ensuite, à partir de 15 heures, de rejoindre les différentes salles pour les ateliers auxquels vous vous étiez inscrits. Donc, soit l'expo Colibri, soit ici à l'auditorium pour continuer avec Marine, ou avec Octopus dans la salle des souris, qui est juste à votre droite, direction le jardin. Mais avant de sortir, vous avez une porte bleue. Voilà. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui.